pour les mordus de la poésie, je dirais un salut trempé dans la sauce de l'esthétique et du goût. Pour moi, la poésie, c'est de parler, de proférer des paroles, de décrire, tout en se servant des mots. Et ces mots, on les forge, on les vivifie et on les rend valeureux. Un poème, pour ma part, n'est nullement unidirectionnel. Il est plutôt universel. Il est plutôt universel et il parle aux destinataires de souches différentes et en leur proposant différentes interprétations. C'est aussi un passage de l'inconscient vers le conscient, puisque le poète dévoile ses rêves, ses fantasmes, ses obsessions, etc., lesquelles se traduisent en images fulgurantes nées du hasard. Un poème, dirais-je, une sorte de périple, un voyage dans l'indicible, un voyage dans l'insolite, dans le pittoresque, dans l'énigmatique. Aussi pourrait-elle être une arme redoutable, cette poésie, pour créer des hostilités entre des individus, entre des pays, entre des voisins, etc., etc. Alors, plusieurs poètes se servaient de cet art dans l'éloge et dans le discours épidictique ou panégyrique ou dans des pamphlets carrément. Dans la mythologie grecque, certains croyaient que la poésie avait des origines divines. Dans la tradition gréco-romaine surtout. Calliope n'était-elle pas une déesse de la poésie chez les Grecs? Donc le poète, me semble-t-il, un personnage quelque peu original, un peu devin, un peu, disons, vaticinateur. C'est Socrate qui a dit « Les poètes parlent en effet non en vérité d'un art, mais d'une puissance divine. » En quelque sorte, il n'a pas eu tort. Alors, le poète est semblable à cet artiste, à cet artisan surtout, à ce sculpteur qui façonne la pierre ou le bois avec habileté et qui utilise toute la doigté en se servant de râpe, de marteau, de lime. Et donc le poète choisit ses mots, construit ses vers, auxquels il choisit des rimes, la longueur des strophes, puis le nombre syllabique, le tout est saupoudré d'assonances, d'allitérations, afin que naissent des sonorités agréables. Comprendre que toute création, qu'elle soit poétique ou autre, exige la complicité du récepteur, d'autant plus qu'elle lui présente une image idyllique de ce réel qu'on reçoit mal, hélas, et bien souvent. Par conséquent, tout ce que je puis dire, c'est que la poésie est une beauté, un idéal, et cette beauté existe partout. Et donc, on ne peut que la regarder, l'observer tant qu'on peut. Faire de la beauté aussi dans son entourage est une condition sine qua non. Donc, tout ce que l'on voit, ce que l'on entend, ou l'on fait,
relève de la beauté. Si on met de l'art, dans la façon de se vêtir, ou de se coiffer, ou de parler, je crois fort qu'on est dans la sphère du poétique. Je citerai au passage les grands orateurs athéniens qui savaient parler, car ils avaient cet art de parler, hein, cette éloquence du langage. Hein. Et Démosthène, par exemple, devenu grand orateur de son époque, après avoir vécu son handicap de bègue, il passait des journées entières à s'entraîner, à mieux articuler avec des cailloux dans sa bouche. Vous voyez ? Tout ça pour paraître éloquent dans son discours. Donc la poésie serait de l'éloquence dans le langage et dans tous nos ouvrages et nos relations avec la nature et avec l'humain. Et à l'occasion, j'essaierai de vous lire quelques poèmes que j'ai extraits de mon recueil de poésie Miroir brisé, lequel j'ai publié en 2007. Le premier poème aura le titre de Ô copain muet. Ô vieux copain usé par le fardeau des âges, à toi le mérite d'avoir comblé mon âme. Comme moi tu flétris durant tout ce voyage, effeuillant les douleurs et préparant les rames. Vieux copain partageant mon diabolique ivresse, sous les touches de vent à distance tu mimes, et tous nos messages d'amour et de tristesse évoquent les états de nos âmes sublimes. À deux, nous regardons la rivière qui court, elle court et recoule, oubliant son parcours. Comme ce grand ruisseau qui passe et nous sépare, s'en va notre destin pour mourir quelque part. Il est des choses que l'homme ne peut savoir, viles comme le mal, douces telles les hautbois. Les unes et les autres sont capables d'asseoir la toile harmonieuse qui nous comble ici-bas. J'ignore qui de nous partira le premier, rejoindre l'au-delà et s'en aller soudain. Et si je pars à bord d'un quelconque voilier, garde ce poème pour unique copain. Et si je pars à bord d'un quelconque voilier, garde ce poème. Le deuxième poème est intitulé Déception, lequel je souhaiterais qu'il ne vous déçoive pas. Déception. Connaissance araignée, je t'ai vu triompher, comme un méchant guerrier, et moi qui te prenais pour un maître à penser. Sur 10 pages d'histoire, sur des titres de gloire, dans de vastes parloirs, tu nous incites à croire aux valeurs du devoir. Ô noble référence, dès ma cuisante enfance, tu m'as pris l'art, l'aisance, les plumes et les romances, dis-moi ce que je pense. Connaissance miroir, ridicule savoir, pour la graisse d'un loir, pour un con de pourboire, tu quittes ton perchoir. Connaissance rieuse, mère de foires affreuses,
heureuse, te voilà sinueuse, et tes phrases boiteuses sur des scènes monteuses. Connaissance, vertu. Drôle de m'as-tu vu, pour un titre cocu, tu changes de tenue et tu te prostitues. Oh l'horrible devin, qui vomit à chacun un bonheur dans la main, lequel s'en va soudain au miroir le matin. Le troisième poème est le dernier de cette série et qui porte le titre de Métamorphose. Satan descend de cette tour, les gens curieux l'entourent. Un bon nombre de secrets pilulent dans ses carnets. Les hommes le croyant moche, maintenant on s'en approche. Il semble sérieux et sage. Les regards le dévisagent. On contemple sa beauté. On est en sécurité. Certains pensent le connaître. Beaucoup se sentent renaître. Satan fait sa comédie. Il répudie ses manies. Il a tout abandonné, fortune, trône et trophées. Il refuse les rubis et le fait d'être maudit. Il réunit les terriens et leur promet d'être humain. Il compte alors ses remords. On l'applaudit bien trop fort. Il gagne l'égard des gens. Et le voilà président.